que la pandémie Covid-19 a eu en fait deux séries de conséquences sur le séjour et sur l'admission des personnes étrangères en France. La première, c'est les interdictions de voyager, la suspension d'un nombre important de lignes aériennes, la fermeture de certains espaces aériens, comme l'Algérie par exemple, ont fortement limité les déplacements internationaux. Deuxièmement, la pandémie et le confinement, surtout le premier, ont provoqué un fort ralentissement de l'accueil du public et de traitement des demandes par les guichets des préfectures, que l'on fera sur le territoire français, mais aussi les guichets des consulats à l'étranger dans certains pays qui ont également confiné. Maintenant, lorsqu'on regarde les chiffres de l'année 2020 du ministère de l'Intérieur dans le détail, donc la tendance générale est à la baisse, mais avec une ampleur qui varie en fonction des catégories. Par exemple, lorsqu'on prend les titres de séjour, donc qui vont concerner l'immigration familiale, étudiante ou économique, on observe une baisse de 20% des titres délivrés par les préfectures sur le territoire français, avec un impact plus important sur l'immigration de travail qui recule de 31%. Mais c'est surtout au niveau des visas délivrés par les consulats à l'étranger que la baisse est la plus marquée, puisqu'elle est de moins 80% par rapport en 2019. Donc en 2020, ce sont à peine 700 000 visas qui ont été délivrés à l'étranger, contre 3,5 millions l'année dernière. Et d'ailleurs, en fait, en temps normal, près de 3/4 des visas délivrés sont des visas touristiques. Et par exemple, la Chine, à elle seule, comptabilisait entre 700 000 et 800 000 visas touristiques délivrés par année, un chiffre qui était constamment en hausse depuis 5 ans grâce à une politique d'attractivité touristique très active déployée par le ministère des Affaires étrangères. Or, en 2020, le nombre de visas touristiques délivrés à la Chine a été divisé par 10, puisque seuls 70 000 visas ont été délivrés donc en Chine, premier pays, je le rappelle, hein, à être confiné en janvier 2020. Donc, en fait, historiquement, la France n'a jamais aussi peu délivré de visas. Les demandes d'asile sont une autre catégorie en recul. Par rapport à 2019, on relève une baisse de 41% en 2020. Donc, le sujet sera plus amplement discuté par M. Delbos, par exemple, mais d'ores et déjà, on peut observer des tendances très similaires dans les pays voisins qui ont déjà publié des statistiques. Par exemple, la Belgique, où la baisse est également de 41%, exactement, avec seulement 16 000 nouvelles demandes d'asile enregistrées. Enfin, un dernier chiffre important de cette année concerne les mesures d'éloignement. Donc, les mesures d'éloignement qui englobent à la fois le refoulement à la frontière ou l'expulsion du territoire français d'individus en situation irrégulière. Et donc, ces mesures sont en baisse de 50% par rapport à 2019. Parmi les facteurs explicatifs de cette baisse, il y a certes une circulation moindre des personnes étrangères, mais aussi des facteurs d'ordre très logistique, comme la fermeture de consulats étrangers en France à cause du confinement, consulats étrangers qui, en fait, délivrent les laissez-passer consulaires qui sont indispensables à la mise en application des mesures d'éloignement, ou encore l'annulation de certaines lignes aériennes qui étaient utilisées pour les expulsions. Et donc, au total, il manque encore certains éléments pour tirer des conclusions vraiment sur l'évolution des politiques migratoires françaises et plus généralement européennes. Déjà, il sera intéressant de comparer ces données avec celles des autres pays Schengen. Donc, par exemple, en matière de visa, elles seront publiées par la Commission européenne en avril. Et ensuite, deuxième point, il faut mettre ces statistiques de demande en perspective avec les statistiques de refus. Par exemple, le taux de protection de l'OPFRA a baissé de 23 à 20% en 2020. Et en matière de visa, le taux de refus, lui, qui est en hausse continue depuis 2015, est passé de 16 à 19%. Donc, pour conclure, on peut dire que la politique migratoire, elle se divise en 3 volets: l'attractivité, la protection et la répression, et que la pandémie semble avoir mis à mal l'attractivité, la protection et l'approche. Quant à l'approche restrictive, on peut s'attendre à ce qu'elle se maintienne dans un contexte de fermeture des frontières. Euh, j'avais 2 points prévus dans l'exposé qui va suivre. Le premier point, c'est effectivement d'insister sur, en termes de méthode, hein, sur la méthodologie des chiffres qui sont mis à disposition par le ministère de l'Intérieur et plus précisément la Direction générale de l'étranger en France, qui reflètent essentiellement, donc ces chiffres mis à disposition reflètent essentiellement l'activité de cette Direction générale. Donc, on va dire que c'est le point de vue offre en termes aussi bien de visa que de type de séjour et même, c'est un peu paradoxal de parler de l'offre d'éloignement,
comme des actions d'expulsion. Mais c'est le point de vue du ministère de l'Intérieur qui rend compte de son activité. En contrepartie, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, même si Mme Dupont vient de rappeler qu'on a quelques taux de refus qui, en additionnant le refus et les accords, permettent d'avoir une idée sur la demande, que ce soit la demande de visa, la demande de titre, la demande de naturalisation. Et bon, je ne vais pas parler de demande d'éloignement parce que là, c'est un petit peu, ça tire le bouchon, quoi. Mais donc, cette demande, en fait, simplement, j'aimerais attirer l'attention des personnes qui analysent les chiffres du ministère de l'Intérieur sur le fait que cette demande, on peut quand même la voir avec deux aspects un peu différents. C'est une demande de personnes qui sont déjà présentes sur le territoire français, ça concerne plutôt les titres et beaucoup moins les visas et bien sûr la demande d'asile. Et puis donc les restrictions, passage des frontières, mais aussi moyens de transport qui vont affecter l'année 2020 et qui doivent être présentes dès lors que l'on va analyser tous ces chiffres-là. Alors, je signale très rapidement parce qu'il y a une source d'information complémentaire. Les données initiales sont les mêmes, hein, il n'y aura pas de scoop, mais sur le site d'Eurostat, on trouve par exemple la décomposition mensuelle de la demande d'asile et on peut isoler la primo-demande, c'est-à-dire qu'on peut vraiment voir comment se passent les flux de demande d'asile de l'année en cours. C'est assez édifiant. Il y a par exemple des demandes qui tombent à zéro au mois d'avril en France ou en Italie du fait du confinement, etc., etc. Donc là, on peut quand même un petit peu aller au-delà des chiffres du ministère de l'Intérieur en compte de son activité et n'est pas très disert sur les circonstances qui ne facilitent pas ou facilitent, mais ne facilitent pas en général l'instruction des demandes. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous en termes de méthodo est donc plus centré sur les titres. Alors il y a les titres de séjour assez souvent sont repris, le volume de titres est donné comme un flux migratoire et cela conduit à de mauvaises interprétations, soit simplement de bonne foi parce que c'est jamais très très simple de bien comprendre ce qui se passe. Donc, on constate par exemple qu'en 2019, il y a eu 275 000 titres de séjour en primo-délivrance et des titres depuis la norme qui ont été délivrés. On passe à 220 000, d'où les moins 20% qui ont déjà été évoqués. Alors, 3 warnings sur l'analyse de ces chiffres. Bon, d'abord, ces titres ne rendent compte que d'une partie du flux migratoire vers la France. Deuxième point, c'est que, donc, en gros, les titres ne rendent pas compte de la totalité du flux migratoire, mais en fait, les titres rendent compte aussi d'un flux migratoire qui n'est pas vraiment, à savoir les mouvements d'étudiants. Les étudiants ne sont pas des migrants au sens habituel du terme, dans le sens où on ne sait pas s'ils vont s'installer dans le pays où ils font leurs études, probablement non d'ailleurs. Et enfin, un autre problème vraiment technique qui est que les titres sont livrés à des personnes qui sont souvent, en grande majorité, déjà présentes sur le territoire français, parfois depuis de nombreuses années. D'où une confusion dans l'analyse, enfin, disons que la confusion réside dans le fait que les titres ne rendent pas compte du flux migratoire avec une précision suffisante. Alors, si je reviens très très brièvement sur ces 3 points, les titres ne concernent qu'une partie des flux migratoires. On omet tout ce qui concerne la libre circulation et éventuellement, quand on fait de l'analyse démographique, il y a aussi les flux de nationaux, c'est-à-dire l'immigration, ce qu'on appelle plutôt la repatriation de Français qui reviennent en France. Et surtout, c'est un mouvement relativement important depuis quelques années, l'expatriation de Français ou le retour d'immigrés. Donc, il faut bien avoir en tête que les titres ne rendent compte que de façon assez partielle des flux migratoires. Premier point. Deuxième point, ça c'est relativement facile quand on regarde les stats, c'est de dire les étudiants c'est un peu à part, on les enlève ou on ne les enlève pas, mais en tout cas il faut avoir conscience que c'est une migration un petit peu particulière. Pour donner un ordre de grandeur, les titres étudiants c'est le tiers des titres, le tiers de la délivrance totale. C'est aussi ce tiers, c'est aussi ce qui représente le nombre d'étudiants qui partent au bout d'un an.
De toute façon, une grande partie part assez vite. Et si on regarde ça à long terme, on va dire au bout d'une dizaine d'années, il ne reste qu'un tiers des étudiants qui sont rentrés de l'année M. Donc à N+10, il reste qu'un tiers des gens qui se sont installés en France, soit pour des motifs économiques, un travail, soit pour des motifs familiaux, probablement les deux en général. Donc, alors les étudiants, c'est une catégorie importante et à mettre à part. Et enfin, donc, ce problème de temporalité. Pour donner un ordre de grandeur, et là, je crois que ça va confirmer assez facilement ce que Mme Dupont a dit, c'est si on regarde dans le détail, en fait, les personnes qui obtiennent un titre de séjour depuis maintenant, pour la première fois, pour un motif de regroupement familial, sont présentes en France depuis en moyenne de 6 à 18 mois. Donc, elles étaient déjà présentes et le sujet, c'est plus l'instruction de la demande qu'elles ont faite dès 2019 probablement pour régulariser leur situation, enfin pour obtenir le titre de séjour d'une durée suffisante. C'est à peu près la même situation pour les conjoints français. En volume, on parlait de 12 000 personnes dans le cadre du regroupement familial, on parle de 38 000 personnes dans le cadre des conjoints français. En revanche, si on regarde ce qui se passe pour devenir personnels et familiaux, là, il s'agit de personnes qui sont présentes en moyenne depuis plus de 8 ans en France. On parle de 15 000 personnes et on est plus dans la situation de régularisation. Et là, on est vraiment dans l'analyse d'études sur l'activité de l'administration, la possibilité pour ces personnes d'inscrire leur dossier et certainement pas de passage de frontières. C'est beaucoup plus compliqué parce que les sous-catégories de motifs économiques sont très nombreuses et la situation peut être les situations sont très diverses, mais c'est pareil. On parle de personnes qui sont présentes parfois depuis seulement quelques mois ou depuis plus de 10 ans en France et qui demandent un titre de séjour. La situation est plus simple pour les réfugiés parce que, grosso modo, l'instruction d'un dossier, c'est de 2 à 4 ans. Donc, quand on donne un titre à un réfugié, il est présent depuis en moyenne 3 ans. Et là, on parle de 33 000 personnes sur le total donc, de 275 000 pour le volume de 2010. Après, il y a des petites catégories. On regarde, on vérifie qu'il y a un lien assez net entre, on va dire, la durée de présence effective de la personne en France et les variations 2019-2020, qui confirment donc qu'il y a deux aspects à prendre en considération. C'est les difficultés d'instruction tant du côté de l'offreur du ministère de l'Intérieur que du côté du demandeur, la personne qui demande un titre. Et puis, le passage des frontières, qui est un sujet qui concerne plus les visa. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour. Je vais être assez rapide sur le décryptage, et notamment parce que Juliette Dumont en a parlé, et l'explication est assez simple. Là, on est dans un contexte de crise sanitaire qui a produit des multiples effets du point de vue des déplacements tout au long de l'année 2020, hein, à la fois des effets sur le parcours migratoire qui s'est avéré être plus compliqué dans les différentes étapes, après des difficultés sur l'arrivée en Europe et en France, sur les déplacements de personnes, notamment des personnes qui constituaient une partie importante de la demande d'asile chaque année, les personnes qui venaient avec un visa, les personnes sans visa, pardon, excusez-moi, les personnes qui étaient dispensées de visa, par exemple les Albanais. Les Albanais pouvaient prendre un avion en Albanie, arriver en France. La fermeture des frontières et des liaisons aériennes a fait que ces personnes qui arrivaient de façon assez simple n'ont pas pu arriver. Et puis un dernier point dans les effets de la crise sanitaire, ça a été cité aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un effet sur l'enregistrement des demandes, puisque même si ça a été assez peu commenté, il y a quand même eu pendant presque 2 mois en France l'impossibilité pour les personnes de demander l'asile. Les guichets des préfectures étaient fermés sans base légale, hein, puisque ce n'était pas prévu dans les lois sur l'état d'urgence cette exception. Mais en pratique, les préfectures n'avaient pas les moyens d'assurer ce service, et donc les guichets étaient fermés pendant près de 2 mois. Donc voilà, je n'irai pas davantage dans le détail. Globalement, l'explication, comme ça à première vue, même si c'est toujours assez délicat de faire des explications à chaud, il y a plein de facteurs qui expliquent les déplacements de personnes, mais là il y a un facteur d'explication assez évident de la baisse qui est liée à la crise sanitaire. Je vais essayer de citer quelques points de vigilance qu'il faut avoir dans la lecture des chiffres. En réalité, il y en a plein et on pourrait en parler très longtemps, donc je vais essayer de
citer quelques-uns et d'être assez bref, mais n'hésitez pas après à me poser des questions parce que je ne vais pas pouvoir tout détailler. La première chose que je voulais signaler, c'est qu'il faut bien distinguer quand on parle de l'asile, les données qui sont des données préfecture, donc les données d'enregistrement guichet unique pour demandeurs d'asile et les données OFPRA. Il y a des différences entre ces deux données qui s'expliquent par tout un tas de raisons. La principale différence, c'est qu'il y a des personnes qui se présentent en préfecture, un guichet unique pour demandeurs d'asile, et qui sont placées sous procédure Dublin. Donc ces personnes ne se retrouvent pas immédiatement dans les statistiques OFPRA de la même année. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se présentent en préfecture en septembre 2020, on leur dit vous êtes en procédure Dublin, eh bien leur dossier ne sera pas enregistré par l'OFPRA en 2020. Peut-être qu'il le sera en 2021 si la demande est requalifiée. Mais donc, il y a cet écart qui est lié aux personnes sous procédure Dublin, qui est le principal écart. Mais pas seulement, il y a aussi inversement des personnes qui se retrouvent dans les stats OFPRA, mais qui ne sont pas dans les statistiques des préfectures. Il y a deux catégories de personnes, les personnes qui sont en réinstallation, donc les personnes qui arrivent à travers des programmes de réinstallation depuis d'autres pays. La France s'était engagée à réinstaller 5000 personnes par an. Finalement, il y a eu un peu plus de 1200 personnes réinstallées en 2020. Donc ces 1200 personnes, elles ne sont pas dans les statistiques préfecture, ministère de l'Intérieur, elles sont dans les statistiques OFPRA. Et pareil pour les personnes qui demandent l'asile en rétention. Quand on demande l'asile en centre de rétention, avant l'éloignement, le dossier est enregistré par l'OFPRA, mais il n'y a pas de passage par les guichets uniques pour demandeurs d'asile, donc pas de passage en préfecture. Donc il y a une distinction à faire entre ces deux données, et c'est important d'avoir ça en tête parce que souvent c'est vrai qu'il y a une confusion, et si on veut faire des comparaisons d'une année sur l'autre, c'est assez compliqué parce que des statistiques préfecture, on n'en a que depuis 2015. Avant, il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait pas de système informatique qui était en place pour faire cette remontée. Donc, si on veut faire des comparaisons sur plus que 5 ans, eh ben, il faut qu'on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire des données OFPRA avec des données OFPRA et pas des données préfecture avec des données OFPRA et inversement. Je vous montre très rapidement. Ah, pardon, je voulais partager l'écran, mais je vois que c'est désactivé par le… Ok, je voulais juste vous montrer un petit schéma qu'on avait fait sur un rapport pour vous montrer un petit peu cet écart qu'il peut y avoir entre les… Ah, c'est bon, je peux partager. Je partage maintenant, Laurent. Ouais, voilà. Je vous montre juste rapidement. On ne l'a pas fait encore pour les statistiques 2020. Pour les statistiques 2019, ce qu'on voulait montrer à travers ce schéma, c'est qu'il y a les demandes d'asile en préfecture. Ça, c'est les données du premier tableau qui est donné par le ministère de l'Intérieur. Donc, 154 620, c'était le chiffre qui était donné à cette époque-là, qui a été revu, le chiffre de 2019. Mais en tout cas, c'est le chiffre qu'on avait à l'époque. Donc là, c'est les 93 426 du tableau du ministère de l'Intérieur. Parmi ça, il y a des procédures accélérées, des procédures Dublin. Certaines procédures Dublin sont enregistrées l'année et éteintes la même année, donc ils se retrouvent à l'OFPRA. Et l'OFPRA prend aussi des procédures Dublin enregistrées les années d'avant en préfecture. En 2020, par exemple, il y a pu y avoir des demandes d'asile enregistrées en préfecture en 2019, placées sous procédure Dublin, et la procédure Dublin devient éteinte parce que le transfert n'a pas pu se faire, et ça revient dans les stats OFPRA dans l'année N, on va dire. Et donc, comme je disais tout à l'heure, demande d'asile en rétention et réinstallation. Donc ça, c'est juste pour avoir le schéma en tête. Hein. Les chiffres ne sont pas bons, c'est les chiffres de 2019 qu'on avait mis ici. Donc ça, c'est le premier point que je voulais citer, cette distinction importante à faire entre les statistiques guichet unique et guichet OFPRA. Un autre point aussi sur lequel il faut être attentif, c'est de bien savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'ensemble des demandeurs ou est-ce qu'on parle seulement des adultes? Ça, il faut bien regarder dans les statistiques qui sont présentées. Est-ce que c'est… vous verrez qu'il y a marqué don majeur et souvent cette distinction elle est importante, c'est-à-dire que quand on parle que des adultes, globalement c'est quand on veut savoir combien il y a de dossiers. Par exemple à l'OFPRA, souvent il y a l'OFPRA utilise plutôt des données hors mineurs accompagnants parce que c'est pour mesurer la charge de travail de l'OFPRA, puisqu'un mineur accompagnant, un adulte fait partie du même dossier et donc ne constitue pas un travail supplémentaire pour l'OFPRA. Mais si on veut savoir quel est l'ensemble des demandeurs d'asile, il faut bien prendre le chiffre adultes et mineurs accompagnants. Dans cette distinction, il faut aussi faire attention à la question des premières demandes ou de l'ensemble des demandes, parce que les personnes ont la possibilité de faire des réexamens. Donc, si on veut mesurer quelles sont les nouvelles demandes, on peut en termes d'arrivée de demandeurs d'asile sur une année, il faut en rester aux premières demandes et comparer les premières demandes d'une année sur l'autre. Si on veut savoir l'ensemble du travail des instances de l'asile, il faut aussi prendre en compte les réexamens. Un autre détail important qui est valable pour l'ensemble quand on parle des données, c'est de bien distinguer des données
je vais parler vulgairement, mais des données de stock avec des données de flux. C'est-à-dire de stock, c'est à un instant T, des flux, c'est sur une période. Là, typiquement, dans les données sur l'asile qu'a diffusé le ministère, il y a une confusion qui est faite assez souvent. C'est que ce n'est pas marqué très explicitement, c'est marqué en note de bas de page sur le document du ministère, mais le tableau statistique qui est présenté en première page sur les demandes d'asile, c'est un tableau sur l'état des demandes au 31 décembre 2020. C'est-à-dire que quand on regarde le détail par procédure, procédure accélérée, procédure normale et procédure Dublin, c'est les procédures telles qu'elles étaient au 31 décembre. Ce n'est pas les procédures telles qu'elles ont été au moment où les personnes sont arrivées en préfecture. Et ça joue notamment pour la question des demandes sous procédure Dublin, puisqu'on voit sur le tableau du ministère de l'Intérieur au 31 décembre qu'il y avait 17 451 personnes sous procédure Dublin au 31 décembre. Mais quand on regarde la 3e page du document du ministère de l'Intérieur, il a indiqué qu'en 2020, sur l'ensemble de l'année, il y avait comptabilisé 24 970 premières demandes enregistrées en guichet unique sous ce statut. C'est-à-dire qu'il y a eu 24 000 demandes dans l'ensemble de l'année placées sous procédure Dublin. Et à la fin de l'année, au 31 décembre, il y en a, sur ces 24 000, il n'y en a plus que 17 000 parce que les 7 000 autres ont été requalifiés en procédure normale ou accélérée parce que la France est devenue responsable de ces demandes. Et donc, en fait, si on veut savoir quelle est la part des demandeurs d'asile sous procédure Dublin en France, il vaut mieux savoir combien ont été placés au cours de l'année. C'est-à-dire que sur l'ensemble des demandeurs d'asile, sur les 81 669 premières demandes, et bien sur les 80 669 premières demandes, il y a eu 24 970 personnes qui ont été placées sous procédure Dublin. Une partie a été requalifiée procédure normale ou accélérée. Mais voilà, je vous dis ça parce que c'est une erreur. Il y a un article très récent d'un grand journal qui a fait un article sur les statistiques qui fait cette erreur-là, par exemple, qui indique que la part des demandeurs d'asile, des personnes qui ont été placées sous procédure Dublin en France, elle est de 20% parce qu'ils ont pris les 17 000. En réalité, la part des personnes qui ont été placées sous procédure Dublin en France, eh bien, c'est 30% et pas 20%, parce que le vrai chiffre, c'est 24 000. Si on veut savoir pour combien de personnes la France s'est déclarée non responsable de cette demande. Je continue sur ces petits points d'attention à avoir dans la question des décisions. Quand on analyse les décisions qui sont rendues sur l'asile, il y a une confusion qui est assez fréquente et que le ministère lui-même a fait dans le communiqué de presse qui accompagne les statistiques. Il y a une confusion entre les décisions de protection et les personnes protégées. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de savoir combien de décisions ont été prises avec une décision de protection et combien de personnes ont été protégées. Pourquoi? Parce qu'une même décision peut couvrir plusieurs personnes, notamment les mineurs accompagnants. La même décision va protéger à la fois le demandeur, son conjoint et ses enfants. Et donc, il y a une confusion qui est assez fréquente. Et donc, dans les statistiques qu'on a dans les statistiques du ministère, le document qui a été diffusé cette semaine, eh bien, on a les décisions, on a une ligne qui s'appelle Total attribution de l'asile. Et là, on a le chiffre 24 118. Donc, il y a 24 118 décisions qui ont attribué l'asile. Mais quand on regarde l'actualité qu'a publié l'OFPRA ce même jour, eh bien, on voit que ces 24 000 décisions, eh bien, elles ont permis de protéger plus de 33 000 personnes. Donc, c'est un chiffre approximatif pour l'instant. L'OFPRA publiera un chiffre précis dans son rapport d'activité. Donc, 24 000 décisions, 33 000 personnes. Donc, ce n'est pas la même chose là non plus parce que souvent, le chiffre qui intéresse, c'est plutôt combien de personnes ont été protégées, qu'on se rende compte un petit peu d'un point de vue démographique, qu'est-ce que ça représente. Et il y a quand même un écart important en termes de pourcentage entre parler de 24 000 personnes ou parler de 33 000 personnes. Et le ministère de l'Intérieur, comme je vous le disais, dans son communiqué, indique que 24 000 personnes ont été protégées en 2020. Non, il n'y a pas eu 24 000 personnes, il y a eu 24 000 décisions de protection et 33 000 personnes qui ont été protégées. Aborder quelques points sur la question des comparaisons européennes, des points de vigilance à avoir, notamment sur le fait que les comparaisons sont faussées concernant la France, puisque la France ne transmet pas les bonnes données à Eurostat. La France transmet les données OFPRA et non pas les données guichet unique préfecture, alors que l'ensemble des pays transmettent des données de l'ensemble des demandeurs, incluant les procédures Dublin. Et la France, je ne sais pas si ça a été corrigé en 2020, j'ai essayé de voir les stats, comme les chiffres sont assez frais, ce n'est pas évident à savoir, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse ici, mais en tout cas, pour les années jusqu'à 2019, en tout cas, les données que transmettait la France à Eurostat n'étaient pas les bonnes données, c'était les données OFPRA, donc n'incluaient pas les Dublin, ce qui fausse complètement la comparaison avec les autres pays. Donc on a pu lire partout, la France est deuxième derrière l'Allemagne. En réalité, la France était première
avec un chiffre qui n'était pas celui d'Eurostat. Donc Eurostat publie un communiqué en mars avec les chiffres de l'ensemble des pays et la comparaison est compliquée. Donc il y a d'autres éléments sur la comparaison aussi, d'autres points de vigilance, mais je ne vais pas les citer là. Des autres points d'attention qu'il faut avoir quand on fait des comparaisons européennes. Je voulais aussi, pour terminer, vous dire aussi qu'il y a des points de vigilance à avoir quand on parle des conditions d'accueil, avec un point qui est important, c'est que les statistiques OFII, là aussi, donc c'est l'OFII qui gère les conditions d'accueil, et ils ont des statistiques qui sont à la fois très tardives, puisque le rapport d'activité de l'OFII a été publié en octobre 2020 pour les statistiques 2019, donc ça c'est un point assez compliqué pour l'analyse des conditions d'accueil. Et malgré tout, ils publient les statistiques tous les mois sur leur compte Twitter, mais qui sont incomplètes, c'est-à-dire que ça ne couvre pas l'ensemble des demandeurs d'asile, on ne connaît pas l'ensemble des demandeurs d'asile en cours de procédure, on connaît seulement ceux qui touchent l'allocation. On ne sait pas lesquels n'ont pas l'allocation pour demandeur d'asile, alors que c'est une part importante des demandeurs d'asile. Et quand ils parlent du dispositif national d'accueil et du nombre de places, là non plus, le chiffre n'est pas bon. Ce n'est pas le même chiffre que celui du ministère, il y a 20% d'écart. L'OFII ne comptabilise pas toutes les places. C'est une grosse interrogation qu'on les a interrogés plusieurs fois là-dessus et ils nous ont dit c'est comme ça que nous on compte. On leur a dit ok, mais le ministère qui est quand même votre ministère de tutelle ne compte pas comme ça. Et en tout cas on en reste là, mais il y a cet écart aussi sur lequel il faut être vigilant. Voilà, je m'arrêterai là. De me convier dans votre travail. C'est très très utile de parler des chiffres parce que dans le débat politique qui va sans doute prendre corps avec la préparation des présidentielles, l'utilisation politique des chiffres de l'immigration est tout à fait importante et donc il faut être extrêmement vigilant en tant que citoyen sur ce qui est dit et parmi les débats récurrents que l'on a depuis 20 ans, en tant que politique, j'observe que le thème « on nous ment sur les chiffres » est un thème qui est très très utilisé à l'extrême droite, mais un peu plus largement. Et donc, je pense qu'il faut savoir décrypter tout ça parce que c'est un thème extrêmement dangereux politiquement et la plupart des gens ignorant toutes les subtilités qui ont été présentées ici, très claires d'ailleurs, gobent, si j'ose dire, un peu tout ce qu'on leur dit là-dessus. Dans un sondage qui avait eu lieu il y a quelques années, les Français considéraient qu'il y avait 20% d'étrangers en France, donc on est très très loin de la réalité, mais beaucoup de gens sont prêts à accepter tout ce qu'on leur dit concernant les chiffres, et les chiffres ça fait sérieux, donc ça fait 30 ans qu'on a des affrontements sur les chiffres dans le débat politique, mais aussi dans la façon dont les experts essayent de redresser ces mensonges. Donc, j'interviens là-dessus, mais je voulais rappeler aussi que sur la scène internationale, si on essaye de regarder les migrations de façon globale, on a un tableau qui est fait par les Nations Unies, UNDESA, qui est un rapport annuel sur les migrations internationales, mais il faut aussi alors, ça indique beaucoup de choses. Les chiffres parlent beaucoup, même en ne faisant que regarder les tableaux, et notamment l'analyse en termes de régionalisation des flux, en termes de systèmes migratoires régionaux, est issue de l'observation de ce tableau UNDESA qui montre qu'à l'échelle mondiale, la plupart des migrants migrent dans leur région et non, contrairement à une idée reçue, dans des destinations beaucoup plus transcontinentales. Donc ça, c'est les tableaux de l'UNDESA. Un autre aspect aussi qui est trompeur sur ces chiffres internationaux, c'est que les chiffres produits par les pays de départ sont différents des chiffres produits par les pays d'accueil. Parce que les pays d'accueil, ils vont, notamment le ministère de l'Intérieur, compter les titres de séjour en cours de validité, ce qui ne prend pas en compte les sans-papiers. Et d'autre part, les pays de départ, eux, ils vont prendre en compte le nombre de passeports dont ils ont connaissance de leurs nationaux ou en cours de renouvellement. Et donc, les chiffres sont souvent très supérieurs par les pays de départ à ceux qui sont donnés par les pays d'accueil. Il y a un écart qui est très très important
surtout dans les cas où il y a beaucoup de sans-papiers, bien sûr. Et donc, ces confusions, moi, je les ai vues au moment du débat de la crise des révolutions arabes en 2011. Les chiffres fournis par les Tunisiens en France n'avaient rien à voir avec les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur français, par exemple. Et on a beaucoup de cas comme ça parce que les pays de départ, eux, prennent en compte les passeports et non pas savoir si les gens ont un titre de séjour dans le pays d'accueil. Donc ça aussi, ça peut être très trompeur pour une vision internationale du phénomène. Et je rappelle qu'il faut aussi avoir en tête tout ce qui a été dit, mais aussi les sans-papiers, parce que c'est une évaluation qui est faite environ à 11 millions aux États-Unis, d'après ce qui est annoncé pour la régularisation peut-être future de M. Biden, mais aussi en Europe. On donne toute une série de chiffres, tous les plus faux les uns que les autres. Enfin, on tourne autour de 5 millions pour les pays européens. Autre confusion aussi qu'on a sur les chiffres, c'est les chiffres qui sont utilisés à l'échelle mondiale où on inclut la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, etc. dans l'Europe. Et donc, je regardais là, avant de participer à cette émission, les chiffres de l'UNDESA, précisément le rapport des Nations Unies sur le développement. Et donc, on donne pour l'Europe 82,3 millions de migrants dans les pays européens. Il ne faut pas oublier que ça inclut la Russie. La Russie a environ 12 millions de migrants sur son territoire. C'est la 4e destination dans le monde. L'Ukraine est un pays de départ, mais aussi un pays d'accueil pour ses voisins russes ou biélorusses, etc. Il y a beaucoup de mobilité dans cette région. Donc, la Russie est incluse dans l'Europe, dans ces chiffres internationaux. Et puis aussi, les chiffres internationaux, ils ne prennent pas en compte souvent la distinction qu'on fait très souvent en France dans les statistiques entre d'un côté les migrants, les gens qui sont nés à l'étranger, donc qui ont fait le parcours migratoire, et les étrangers. La plupart des pays du monde prennent seulement la définition du migrant international des Nations Unies et non pas la distinction juridique, souvent inférieure en chiffres, entre le national et l'étranger, ce qu'on fait très souvent dans les pays européens. Donc ça, c'était pour rappeler des petites choses, pour montrer que les chiffres sont très importants. Et mon atlas, il n'est pas encore sorti, il va bientôt sortir pour répondre à Mélodie, mais je suis complètement plongée là-dedans en ce moment. Alors, les facteurs du départ, là aussi, je crois qu'il faut répondre à beaucoup d'idées reçues. Ce ne sont jamais les plus pauvres. Ce ne sont jamais les plus pauvres parce que pour partir, il faut avoir des ressources. Certains parlent même de capital mobilitaire pour reprendre les idées de Bourdieu, c'est-à-dire des gens qui ont des réseaux, pas des réseaux mafieux, des réseaux de connaissances, c'est-à-dire des familles qui ont des parents à l'étranger, des compatriotes qui sont installés à l'étranger. La question des réseaux de connaissances est un facteur essentiel pour se décider à partir, ainsi que également, bien sûr, toute une série d'autres éléments, la diaspora qui peut être présente, qui fait partie aussi du réseau dans le pays d'accueil, dans le ou les pays d'accueil, et puis également, parmi les éléments très importants, donc le sentiment que chez soi, il n'y a pas d'espoir. Moi, je traverse souvent la lecture non seulement des thèses que je lis intégralement, mais aussi d'autres documents là-dessus, des témoignages. Pas d'espoir, pas d'espoir. Ça, c'est très, très important de la part de gens qui ne sont pas les plus pauvres, mais qui considèrent que chez eux, il n'y a aucune chance de réaliser ces projets, ces rêves. Et donc, ce ne sont pas les plus pauvres, ce sont souvent des gens qui ont un bagage scolaire, qui sont de plus en plus urbanisés, de plus en plus féminisés aussi. Le profil du migrant change, mais cette notion de pas d'espoir, elle croise aussi, bien sûr, des contextes d'insécurité politique. Les crises et les conflits qui agitent le sud du monde aujourd'hui sont un facteur puissant de départ. Parmi les autres éléments, on a bien sûr beaucoup d'autres facteurs, notamment l'offre de voyage. Il ne faut pas oublier que plus les frontières sont fermées, plus le trafic est important et plus ça enrichit les passeurs. C'est comme la prohibition de l'alcool dans les États-Unis des années 30. La mafia s'est développée grâce à cette, si j'ose dire, à cette interdiction. Là, c'est pareil. L'économie du passage de la frontière,
c'est quelque chose de très très important en Libye, très très important au Mexique et sur les routes asiatiques qui conduisent les Afghans jusqu'à chez nous. Donc ça aussi, l'offre de voyage est très importante. Donc tous ces facteurs comptent, mais c'est surtout, disons, la perception que chez soi, on est en danger ou alors on n'a aucun espoir de réaliser son projet de vie qui fait partir les gens. Et c'est rarement la très grande pauvreté parce que les plus pauvres n'ont pas les moyens de se définir par rapport à un contexte mondial. Les réseaux, les médias aussi sont un facteur très important. Le fait de voir d'autres modes de vie pas très loin de chez soi, parfois, à la télévision, à travers Internet, à travers la multiplication des téléphones portables, l'information de ceux qui reviennent, etc. Tout ça, ça augmente l'imaginaire migratoire et le désir de le mettre en œuvre.